Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Et ce soir, c'est un quart d'heure américain spécial en milieu de semaine parce qu'on s'adapte au calendrier de Donald Trump. Pour évoquer cette actualité avec Pierre-Yves Dugas, bien sûr, correspondant américain, installé dans son bureau à Washington. Bonsoir Pierre-Yves. Bonjour chez vous, en l'occurrence. Merci beaucoup d'être avec nous. Qu'est-ce qui vous a marqué dans cette séance ou cette séquence hier? J'ai compté, il a fallu moins de 14 heures entre le moment où les tarifs dits réciproques sont entrés en application à minuit le 9 avril et le moment où Donald Trump a décidé de les retirer pour une période de 90 jours. On ne s'ennuie pas avec Donald Trump. Grosse ambiance. Les pires ennemis du président Trump au Capitole, notamment le sénateur Schiff de Californie, prétend qu'il y a peut-être délit d'initié, enfin manipulation de marché, puisque certains dans l'entourage du président Trump auraient pu être au courant de ce revirement qui avait été télégraphié par des déclarations de Donald Trump assez sibyllines lorsqu'il avait levé les bras alors qu'il était devant son bureau de la Maison-Blanche, devant le bâtiment de la Maison-Blanche, en disant c'est un bon moment pour devenir riche. Quelques heures après, effectivement, on aurait pu faire de jolis coups. Rappelez peut-être quand même ce qui est le plus évident pour les gens qui nous écoutent et qui ne sont pas nécessairement de gros institutionnels. Mais quand les marchés rebondissent de manière aussi spectaculaire, ce n'est pas nécessairement l'indication qu'on approche de la fin, qu'on est en train d'attraper le bottom. C'est plutôt fréquemment l'indication de la nécessité de couverture d'urgence de la part de spéculateurs qui se retrouvent à découvert et qui doivent racheter donc des actions qu'ils ont promis de livrer à un prix qui ne va pas du tout être celui qu'ils anticipaient, d'où ces énormes coups d'accordéon. Et ça se vérifie ce matin, le marché repique du nez. Les problèmes fondamentaux n'ont pas été réglés, d'abord parce qu'il n'y a pas de suspension de la guerre commerciale par Donald Trump, même pas à l'égard de l'Europe. Les sanctions sur l'acier, les sanctions sur l'automobile, bientôt des sanctions sur la pharmacie, semble-t-il, sont en place. Même si c'est moins violent que ce que l'on avait craint, puisqu'on a retiré pour 90 jours les sanctions dites réciproques, la guerre commerciale continue. Et la Chine, cela nous a été indiqué tout à l'heure par la Maison-Blanche, est frappée à hauteur de 145% maintenant. Ça commence à faire. Alors Donald Trump a changé d'avis, en tout cas pour le moment, parce que d'abord, on avait eu une semaine de massacre sur les marchés, et en particulier sur le marché obligataire. C'est très important de suivre le marché obligataire, parce que Scott Bessent, le secrétaire au Trésor, a bien dit qu'un des objectifs prioritaires de l'administration Trump était de faire baisser les taux d'intérêt à long terme, et quand ils remontent alors que la situation économique se détériore, c'est doublement grave. Et ça, c'est un très très mauvais signal qu'envoyaient les marchés. Je pense que Scott Bessent a su employer les mots avec une grande habileté pour convaincre Donald Trump de reculer un peu par rapport à ses certitudes. Je pense que le statut de Scott Bessent comme secrétaire au Trésor, qui est le dernier adulte dans la pièce, qui est capable de parler et de faire entendre raison au président Trump, ce statut-là a grandi. D'autre part, forte pression des milieux d'affaires, pas simplement de Wall Street, par téléphone, à la télévision, dans les journaux. Une interview donnée sur Fox News dimanche par Jamie Dimon, le patron de JP Morgan Chase, a été écoutée avec attention par Donald Trump et semble-t-il a un petit peu ébranlé également le président Trump dans ses convictions. Jamie Dimon disant attention, cette guerre commerciale, il ne faut pas que ça dure très longtemps parce qu'on est en train de tout casser et que le scénario de la récession est maintenant probable. Et il disait explicitement, effectivement, sur Fox News, Fox Business, c'est maintenant qu'il faut annoncer des deals. C'est-à-dire que là, ça suffit. Il faut maintenant avancer, move on et annoncer des deals. Et c'était fait, effectivement, quelques heures ou quelques jours après par Pierre-Yves Dugas, par Donald Trump. Qu'est-ce qu'on en conclut? Parce que, encore une fois, moi, je suis toujours estomaqué de voir comment Trump peut... Alors, c'est assez rassurant d'une certaine manière. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Il peut très vite rétro-pédaler, mais dans le même temps, j'ai toujours pas compris ce qu'il obtenait dans
dans la négociation. Alors ça a commencé très, très doucement avec la Colombie au tout début de son mandat. Il y a eu le Canada et le Mexique. Et puis là, il supprime tous les tarifs réciproques pour 75 pays, sans contrepartie, sans aucune concession obtenue. Bon, qu'est-ce que ça nous dit de sa fonction de réaction pour la suite ? Je pense que, contrairement à la légende qu'essayent d'entretenir tous les gens qu'il emploie pour faire sa communication, il joue aux échecs sans penser au deuxième ou au troisième coup d'après. C'est beaucoup d'improvisation. Et c'est inquiétant, mais parfois ça a de bons côtés, parce que quand il constate qu'il fait une erreur, il est capable de faire un pas en arrière si ça n'est pas trop tard. Les pays qui ont été les moins virulents publiquement, et probablement encore plus en privé dans les consultations, qui essayent d'amorcer des négociations, parce qu'il n'y a pas vraiment de négociations pour le moment. Il y a eu des consultations et des demandes de négociations qui ont été formulées notamment par les Européens, qui ont envoyé une délégation à USTR, et le patron du USTR leur a dit, vous savez, moi, je n'ai pas de mandat pour négocier avec vous. Quand j'en aurai un du président Trump, on pourra discuter. Donc, les pays qui ont donné l'impression de se soumettre, comme le Mexique, comme le Japon, semble-t-il, sont ceux qui ont le moins agacé le président Trump et qui sont susceptibles de mieux s'en sortir. Ceux qui ont très vite crié très fort, vous allez voir ce que vous allez voir, soit parce qu'il y a une forte tension entre le Canada et les États-Unis, entre M. Trudeau à l'époque et Donald Trump, et maintenant que le Canada est en situation électorale, c'est très compliqué, bien sûr, pour le candidat du Parti libéral canadien. Ces pays-là qui sont montés au créneau, nous allons produire des mesures de rétorsion, ceux-là se font aligner, si j'ose dire. Et je pense qu'à la fin du compte, les Britanniques, les Japonais ou les Mexicains ont de meilleures chances de s'en sortir dans des négociations qui finiront par s'engager que les pays qui ont voulu bomber du torse et dire « vous allez voir les Américains, nous aussi, nous avons de quoi nous défendre ». Et les Européens doivent être très prudents. Dans cette affaire parce que la négociation ne se fait pas simplement sur des thèmes commerciaux. Ne l'oublions pas, Donald Trump adore mélanger les genres et il a fortement l'intention d'utiliser des thèmes qui n'ont rien à voir avec les affaires commerciales comme l'aide à l'Ukraine, la présence militaire américaine en Europe pour dissuader une agressivité des Russes, comme des éléments importants de sa négociation sur les tarifs douaniers, sur la TVA et sur d'autres choses. Et là, les Européens sont vulnérables. Quel avenir pour Peter Navarro ? Parce que tout le monde enquête sur qui a été dans la pièce au moment où Donald Trump a pris la décision de la formule. Alors tous se couvrent. Scott Bessent dit « moi j'y étais pas ». Je crois que Stephen Miran, pareil, dit « non, moi j'ai participé aux discussions, mais sur la décision finale, j'étais pas là. C'était quelqu'un d'autre dans la pièce ». Donc tout le monde imagine que ça puisse être Peter Navarro, qui s'est fait traiter de con en direct sur X par Elon Musk, qu'il surnomme désormais Peter Retardo. C'est le conseiller économique spécial de Donald Trump pour le commerce. Ma femme avait l'habitude de dire que ce n'est pas le couteau le mieux aiguisé dans le tiroir de la cuisine. Économiste de deuxième zone, qui a inventé des noms, curieusement d'ailleurs utilisant les propres caractères de l'alphabet de son nom de famille pour se mettre en valeur, dont des ouvrages qui sont passés inaperçus, un mercantile, un anti-libre-échangiste, un protectionniste, qui affirme que tout pays qui a un surplus commercial avec les États-Unis, par définition, est un pays qui triche. Donc, M. Peter Navarro a un énorme avantage sur tous les autres conseillers commerciaux économiques qui tournent autour de Donald Trump. 30 mois de prison pour Donald Trump. Ça, c'est une forme de manifestation de loyauté qui est compensée par le président Trump. Elon Musk n'a peur de rien. Et c'est une bonne chose d'avoir à côté de soi quelqu'un qui est capable de vous dire des énormités et des choses qui ne vous font pas plaisir. Peter Navarro, c'est le dernier qui fera ça parce qu'il veut surtout rester dans les bonnes grâces de Donald Trump. Elon Musk, lui, c'est l'autre partie du mouvement MAGA. C'est celui qui est pur et dur capitaliste, libertarien,
très agressif, très anti-fonctionnaire, mais pro-libre-échange, qui veut commercer avec la Chine, qui veut commercer avec les Européens sur une base de disparition complète des droits de douane. Ce sont deux pôles tout à fait opposés dans les conseils économiques que l'on peut prodiguer à Donald Trump. Et je pense que les Européens qui ont pris Elon Musk en grippe se trompent. Elon Musk est beaucoup plus favorable aux vues qui défendraient les intérêts de l'Europe. Et Donald Trump a la capacité politique à tenir les deux bouts de la corde du mouvement MAGA, là. Il ne faut pas qu'on ait une récession. Si on a une contraction de l'économie, alors là, ça va devenir très, très compliqué. J'ai été frappé de voir que le représentant Kennedy de Louisiane, qui, comme souvent les personnalités politiques de Louisiane, a un langage très, très imagé, était assez prudent sur l'efficacité de la méthode des droits de douane pour servir les intérêts des ouvriers américains. Il dit oui, je pense qu'à la fin du compte, Donald Trump va obtenir ce qu'il veut en utilisant ses droits de douane. À la fin du compte, le problème, c'est qu'on est tous morts. Oui. C'est une façon de soutenir cette démarche, mais quand même avec beaucoup de questionnements et beaucoup d'inquiétudes. Bon, avec des gros sujets qui arrivent quand même pour le Congrès, la question du plafond de la dette, la question de la réconciliation budgétaire, etc. Tous ces dossiers sont encore très chauds devant nous. Merci beaucoup Pierre-Yves Dugas, avec nous pour ce quart d'heure américain spécial suite aux annonces de Donald Trump et à ce nouveau revirement, cette nouvelle capitulation de Donald Trump sur la vague de tarifs dits réciproques entrée en vigueur il y a à peine 2 jours maintenant. Pierre-Yves Dugas, correspondant américain, qui était avec nous en visioconférence depuis Washington dans Smart Bourse sur Bismart for Change. Smart Bourse vous a été présenté par Silex, conseil en investissement, produits structurés, gestion d'actifs, technologie.